Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un chien, je pense le chien qui m'a été le plus demandé depuis le début. Il vient d'Asie centrale et c'est l'Alabai. C'est parti. Pour l'histoire de l'Alabai, on est face à une race très ancienne qui serait présente depuis 5000 ans, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors on n'est pas avec la race la plus ancienne encore présente aujourd'hui, parce que par exemple on aurait le Saluki qui serait présent depuis 7000 ans, et puis d'autres races, mais on est quand même face à une des plus anciennes races encore présentes aujourd'hui. Pour comprendre l'histoire de l'Alabai, il faut aussi comprendre les origines géographiques, parce qu'en fait c'est un chien, donc comme je le disais, qui vient d'Asie centrale. Mais l'Asie centrale, c'est beaucoup de pays. C'est une race qui était présente au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, au Turkménistan, au Kazakhstan, en Afghanistan, en Ouzbékistan et dans d'autres pays environnants. Ça fait beaucoup. C'est trop. Sur un territoire aussi vaste, au paysage escarpé, et puis à une époque où il n'y avait pas les transports modernes, on peut aisément comprendre qu'il y a eu plusieurs lignées d'Alabai qui ont suivi des chemins un peu différents. Il y a aussi eu des pays pour qui l'Alabai était un chien plus important culturellement, par exemple le Turkménistan. Au Turkménistan, l'Alabai est un symbole national. En 2020 d'ailleurs, donc c'est très récent, hein, ils ont dévoilé au Turkménistan une statue en or qui représente un Alabai. Une statue de 15 mètres de haut située dans la capitale. Le président du Turkménistan a même écrit un livre sur l'Alabai. Donc on est vraiment sur un sujet sérieux au Turkménistan. Cette race est très intéressante parce qu'elle fait partie de ces races de chiens justement qui ont évolué au cours du temps. Pas en fonction d'un standard recherché, mais par rapport à l'efficacité au travail. Que c'est ça l'Alabai, hein, on est face à un chien de travail. Et donc, on en vient justement à ce chapitre qui forcément va avec l'histoire de l'Alabai, c'est l'utilité. Comment ce chien était utilisé. Donc ce qui a fait le succès de cette race, ce pourquoi elle est si ancienne et toujours présente, c'est notamment sa polyvalence. Premièrement, c'est un chien de protection. Donc pour la protection des troupeaux, des animaux d'élevage de manière générale, c'est un chien très efficace qui était utilisé pour faire fuir les prédateurs et protéger les troupeaux. La deuxième utilité, c'est la garde et la protection. Donc, bon, on a vu ça récemment avec l'Alano, vidéo que je vous conseille d'aller regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Mais c'est assez rare d'avoir un chien donc, qui fait de la protection et de la garde. Et avec l'Alabai, on a ça. Donc, c'est une des différences notamment avec le Kangal, c'est le fait qu'il est beaucoup plus territorial. Donc, il va être capable de protéger un territoire. Et il va aussi être assez facilement dressable. Donc, après la révolution communiste, donc aux environs de 1927, l'Union soviétique avait besoin de chiens militaires et de garde pour l'armée rouge. Et ils ont opté pour l'Alabai et importé énormément d'Alabai en Russie. Et puis la troisième utilité, ce sont les combats de chiens. Qui sont depuis longtemps très populaires et toujours d'ailleurs populaires dans les pays d'Asie centrale. Donc on est quand même un chien avec des qualités multiples, hein, parce que donc pour la protection, il faut bien sûr de l'intelligence, il faut être capable de sociabiliser avec d'autres espèces, et puis il faut aussi avoir le courage, hein, parce que quand même face au loup, il faut pas trembler. Ensuite, pour la garde, donc ça veut dire qu'il est dressable, et puis qu'il est suffisamment territorial. Puis bien sûr, il a des qualités physiques qui font qu'il a été un choix privilégié et qu'il est toujours un choix privilégié pour les combats de chiens. Alors justement, physiquement, parlons-en. Taille élancée, un peu robuste, je vais dire, un peu musclé. Ouais. Bon, voilà, donc c'est un chien très grand, c'est grand. Mais alors physiquement, on en revient un peu à l'histoire, on va quand même avoir plusieurs type physique, ça. Bon, on va quand même reconnaître, hein. On reconnaît quand on voit un Alabai, on reconnaît. Mais on va avoir des petites différences en fonction des régions, des lignées. Voilà, on est, comme je vous disais, sur un très grand territoire avec beaucoup de lignées différentes et qui ont aussi été utilisées différemment en fonction des pays, des origines, des régions, des villes. Donc voilà, peut-être certaines lignées ont été utilisées plus pour la garde, d'autres lignées viennent des combats de chiens. On va pas avoir exactement le même chien, on va pas avoir exactement les mêmes gabarits. Comme ça, quoi? T'es pas du tout musclé. Pas du tout. Merci. De rien. En revanche, ce qui va être commun avec tous les Alabai, c'est sa résistance physique. Pourquoi ? Parce que
Ça s'explique par rapport au climat de la région d'où ils viennent. Ce sont des températures qui varient énormément entre l'hiver et l'été, même entre la nuit et le jour. Voilà, donc on a un chien extrêmement résistant déjà par rapport au changement de température. Pour les poids, c'est toujours la même chose, hein, évidemment. Donc vous voyez les vidéos là, sur Internet, là on a des monstres énormes. Alors le poids, ça commence à 50 kg. On peut avoir des Alabaï, des mâles de 50 kg. J'ai déjà vu des gens surpris en voyant un Alabaï. Ah ça c'est un Alabaï? Ben oui, c'est un Alabaï. Et donc ça va de 50 kg et ça peut aller jusqu'à 120 kg. Évidemment, un chien de 120 kg dans les pentes escarpées des montagnes d'Asie centrale à la poursuite d'un loup. Un loup? Il va pas être très efficace. Bien sûr, sur ces fameuses vidéos dont je vous parlais, les chiens sont énormes et c'est très impressionnant. Mais dans la réalité, un chien de travail, il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Donc il faut plutôt qu'il soit fit. Donc on serait plutôt entre 50 et 70 kg. Pour la couleur des poils, pour la longueur des poils, on va quand même avoir pas mal de variations en fonction des régions, des pays et des différentes lignées. Au niveau du comportement, de manière générale, donc dans le cas des chiens de protection, on va avoir un chien donc très intelligent qui va facilement sociabiliser avec les animaux qu'il doit protéger. Mais il faut bien comprendre que même s'il vient d'une lignée de chiens de protection, on ne va pas forcément avoir un chien qui fait de la bonne protection automatiquement. Premièrement, il faut l'habituer. Il y a tout un processus à mettre en place pour l'habituer à vivre avec le troupeau. Et puis deuxièmement, ça dépend du chien. Il y a des chiens qui sont meilleurs que d'autres. Et cette intelligence, cette capacité à protéger les troupeaux, on va notamment l'avoir dans les cas d'attaque de loups. Parce qu'un bon gardien, un bon Alabaï n'est pas un Alabaï qui va poursuivre pour tuer le loup comme on pourrait l'imaginer ou comme on lit sur les titres accrocheurs, tueurs de loups, voilà. Non, ce n'est pas ça le but en vrai. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les loups sont des canidés très intelligents. Donc ce qui va se passer, ils vont envoyer un loup pour créer la poursuite avec un Alabaï et pendant ce temps-là, les autres loups vont aller prélever des animaux. Donc le but c'est pas ça. Donc le but en fait c'est que l'Alabaï poursuive le loup, qu'il chasse le loup, mais qu'il n'arrive pas trop loin du troupeau pour pouvoir revenir et protéger le troupeau des autres attaques. Petite parenthèse aussi, je parlais à un éleveur très sérieux qui me disait que un Alabaï tout seul face à un loup adulte ne fait pas le poids, quoi. Qu'il faudrait plusieurs Alabaï pour pouvoir tuer un loup adulte. C'est important aussi de remettre un peu les légendes à leur place, parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui tournent sur ces grands chiens. Donc forcément, si on a un chien qui vient d'une lignée de chiens de protection, le chien aura une plus grande propension à être efficace dans ce genre de situation. Pour la garde, c'est un peu différent, parce que de toute façon, c'est un chien qui est territorial. Donc même les lignées de protection vont pouvoir faire de la garde. Dans chaque utilisation, dans chaque travail que ce chien peut performer, il est capable d'exceller. Mais c'est en même temps un super chien de compagnie. Donc c'est ça vraiment qui fait que l'Alabaï est un chien quand même particulier. Même si d'après certains éleveurs, ce sont des chiens qui peuvent parfois s'avérer têtus, donc ce qui peut être un petit problème dans l'éducation, notamment les mâles a priori qui seraient plus têtus que les femelles. Alors pour la sociabilisation avec les chiens, déjà ça va dépendre de la lignée. Si vous êtes sur une lignée de chiens de combat et il y en a beaucoup en Asie centrale, forcément vous allez avoir de plus grandes chances d'avoir un chien qui va poser des problèmes. Pas forcément des problèmes tout le temps, mais bon, ça va partir, quoi. En conclusion, au niveau du comportement, je dirais que c'est un super chien de famille. C'est un chien sur lequel il faut passer du temps, évidemment, sur la sociabilisation. Mais bon, quel molosse il ne faut pas faire ça, je ne sais pas. C'est quand même une règle qui vaut pour tous les grands chiens et tous les molosses. Il faut qu'on se responsabilise. Pour les noms, on va avoir Alabaï, on va avoir Berger d'Asie centrale. Et puis, on va aussi avoir Central Asian Ovcharka, le CAO. Vous allez voir ça des fois. Ovcharka, en russe, ça veut dire chien de mouton ou berger. Il faut aussi faire attention à ne pas confondre avec d'autres races, parce que comme ce sont des chiens qui couvrent une région géographique très vaste, on va avoir des races proches de l'Alabaï, comme par exemple le berger de Géorgie, autrement appelé Nagazi. Ils se sont baptisés les Nagazi. Ça veut dire berger apparemment. Qui est une race différente, mais qui va physiquement être très très proche de l'Alabaï. Et alors, si vous pensez à importer un chien, donc renseignez-vous bien sur les lignées, parce que donc, les propriétaires dans les pays d'origine savent très bien les lignées qu'ils ont. Ils savent très bien si leurs chiens viennent de lignées de protection ou de combat de chiens
ou tout simplement de garde. Voilà, mais ça, donc c'est surtout ça qu'il faut vérifier avant d'importer un chien. Parce que ça va quand même jouer sur le comportement futur du chien dans votre foyer. En résumé, est-ce qu'on est sur un chien qu'on peut mettre entre toutes les mains? Non. Pourquoi? Pour sa taille. Pas pour son comportement, mais pour sa taille. Voilà, c'est vraiment un chien très grand, très fort. Donc évidemment, c'est pas pour tout le monde. Pour une race de travail, comparé par exemple au Kangal, on est sur une race qui fait un bien meilleur chien de compagnie quand même. On n'est pas obligé d'avoir une grande ferme, on peut l'avoir dans une maison avec un jardin. L'appartement, je ne conseillerais pas parce que c'est quand même un chien qui demande beaucoup d'exercice physique pour rester en forme. Et puis donc après, il y a toujours un peu le problème, c'est-à-dire que plus les races deviennent populaires, moins elles travaillent. Donc maintenant, en France, on peut trouver des chiens qui vont plus être des chiens de show. Donc ce sont des éleveurs qui vont se concentrer pour atteindre un certain standard physique. Voilà. Puis on a aussi les éleveurs qui vont, eux, être plus focalisés sur l'efficacité au travail, qui donc vont en général avoir des lignées plus primitives. Une sélection purement esthétique peut faire du mal à une race. C'est une race de chiens qui s'est construite pendant des millénaires avec une sélection quasi naturelle par le travail. Donc c'est toujours dommage de perdre ces qualités exceptionnelles. Mais ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse parce que c'est un peu le débat quand même. Les chiens, voilà, les chiens de show et les chiens de travail. Voilà la famille Lullaby, donc un géant avec une témérité et un courage hors norme, un physique exceptionnel, mais avec un grand cœur. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de races de chiens que vous voulez que je couvre. Dites-moi aussi ce que vous pensez de Lullaby. S'il y a des propriétaires d'Lullaby qui regardent cette vidéo aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire partager votre expérience, parce que c'est ça qu'on veut, c'est des exemples concrets. Je voudrais aussi remercier Nicolas de l'élevage d'Inostri qui m'a donné beaucoup d'informations très précieuses sur Lullaby. Donc merci beaucoup et je vous conseille d'aller voir sa page sur Facebook. Je vous la mets dans la description. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner bien sûr. Et je vous dis à bientôt. Ciao.